Il est 7h40 sur France Culture, l'heure de saluer l'invité des matins. Bonjour François Crémieux. Bonjour Julie Gacon. Vous êtes directeur général de l'APHM, Assistance publique Hôpitaux de Marseille, établissement public de santé, dont Catherine Vautrin et Amélie Oudéa-Castéra, qui sera ce soir sur France Culture, vous venez de l'entendre, ministre pour l'une du Travail et de la Santé et pour l'autre des Sports dans un gouvernement démissionnaire, assure, comme pour tous les hôpitaux publics de France, qu'il est prêt à recevoir l'éventuel afflux lié aux Jeux Olympiques. Les praticiens doivent fournir un énième effort dans un système de santé déjà éprouvé. Les premières épreuves olympiques, François Crémieux, qui se tiennent à Marseille depuis la semaine dernière, il y a du foot, il y a de la voile. Est-ce que ces épreuves en sont aussi pour les hôpitaux de Marseille ? Alors d'une part, ces épreuves se déroulent bien, c'est quand même une bonne nouvelle et une grande satisfaction pour tout le monde. Elles se déroulent bien à Paris, ailleurs et à Marseille en particulier. Est-ce qu'elles sont une épreuve de plus ? En tout cas, on s'est énormément préparé, mobilisé pour ces épreuves, avec à la fois une mobilisation d'abord, et c'est important de le dire en introduction, pour tenir l'été comme un été normal et faire en sorte que celles et ceux qui auront besoin de soins tout au long de l'été soient pris en charge dans les meilleures conditions possibles à l'assistance publique à Marseille. Et puis d'autre part, effectivement, un été particulier parce que c'est entre le 15 juillet et le 15 août et même entre le 15 juillet et début septembre pour ce qui est des Jeux paralympiques qu'il faut que le service public et nos grands centres hospitalo-universitaires soient prêts en plus d'un été normal pour être capables à la fois de prendre en charge les athlètes, c'est le cas à Paris ou à Marseille, mais surtout d'être prêts au cas où. Alors on espère tous que les choses se passent bien, continuent de se passer bien, que le au cas où ne se présente pas. Mais oui, c'est un été un peu particulier pour les équipes hospitalières. Bon, première leçon tirée, quand il y a une vraie volonté politique, le reste suit, puisque pour les Jeux Olympiques, manifestement, ça marche pas mal. Pour l'instant, François Crémieux, est-ce que vous avez réglé le problème des urgences de l'APHM et en particulier de celle de la Timone ? Vous déploriez il y a 2 ans qu'elle ne comptait plus que 16 urgentistes au lieu de 30. Vous avez pu régler ça ? Alors oui, c'est pas tellement moi qui l'ai réglé, même si j'ai essayé d'y contribuer. Ce sont les chefs de service des urgences à la fois de Nord, de Timone, des urgences à la fois adultes et pédiatriques qui ont fait preuve d'un engagement exceptionnel et qui ont effectivement réussi à recruter. Et donc, ce que je vous disais il y a 2 ans n'est plus exact aujourd'hui. Il et elle sont plutôt 26 aujourd'hui, entre 24 et 26 équivalents temps plein qui travaillent aux urgences de la Timone. Et donc, oui, la situation va mieux. Elle va mieux en partie parce que après le Covid, il y a eu le fameux Ségur de la santé. Et là aussi, quand il y a une volonté, les choses peuvent suivre. Et quand il a été décidé de mieux rémunérer les professionnels du service public hospitalier, ça a été plus facile de recruter dans la foulée. Et puis les choses vont également mieux parce qu'on a essayé localement de s'organiser du mieux possible. La situation marseillaise n'est pas forcément la situation France entière, mais à Marseille, effectivement, les urgences vont plutôt mieux. Même si on s'attachera à en tirer aussi des conclusions pour la France entière. Marseille, c'est une métropole, bien sûr. La Timone, c'est l'établissement principal de la PHM en plein centre de Marseille sur plusieurs hectares. On va évoquer la façon dont sont organisés par ailleurs les soins dans cette ville. Mais sur les urgences, les ARS, les agences régionales de santé, ont accordé des enveloppes spécifiques aux hôpitaux publics pour embaucher par exemple ce qu'on appelle à l'hôpital un bed manager. Alors, pour ceux qui n'aiment pas les anglicismes, on va dire un superintendant des lits qui n'est pas nécessairement médecin, mais qui s'occupe de trouver des places dans les services. Est-ce que vous avez utilisé cette enveloppe ? Parce que beaucoup déplorent de ce que l'enveloppe a été versée, mais que plusieurs hôpitaux en France n'ont pas utilisé cette enveloppe pour embaucher quelqu'un en plus. Alors non, effectivement, sur Marseille, on a utilisé ces enveloppes. On a essayé de faire en sorte d'utiliser tous les leviers qui étaient à notre disposition pour essayer d'améliorer le fonctionnement des urgences. Ça va depuis l'amont des urgences, c'est-à-dire faire en sorte que toutes celles et ceux qui peuvent éviter de passer aux urgences et être pris en charge différemment puissent l'être, et donc d'organiser notamment le service d'accès aux soins qui fait que lorsque vous appelez le SAMU, vous n'avez pas simplement une réponse en cas d'urgence, mais vous avez également une réponse en cas de demande moins urgente et pour une demande de consultation ou autre. On a essayé de faire en sorte que lorsque vous arrivez aux urgences, il y ait notamment des médecins libéraux qui participent à une maison médicale de garde et qui répartissent mieux la charge entre à la fois les hospitaliers et les libéraux. Ça a été un des grands drames, je crois, de ce pays, lorsqu'au début des années 2000, l'obligation de participer aux gardes et aux astreintes a été supprimée pour les professionnels libéraux et qui fait qu'aujourd'hui, cette charge d'être présent le soir, la nuit, le week-end ou entre le 15 juillet et le 15 août repose sur un trop petit nombre de professionnels et donc la charge est trop lourde. Mais à Marseille, on a réussi avec ces maisons médicales de garde à élargir un peu le nombre de professionnels impliqués.
Et puis effectivement, il y a des professionnels, vous les avez qualifiés de bed managers, mais qui aident notamment à faire en sorte C'est que les l'ARS qui les médecins, appelle comme ça. Ouais. voilà, que les médecins soient le moins mobilisés possible dans la recherche de lits en interne et qu'effectivement ce soit une mission qui soit confiée à d'autres. Et donc voilà, tout ça fonctionne encore une fois plutôt mieux qu'avant aujourd'hui et on va continuer à essayer de faire en sorte que le système s'améliore. Peut-être préciser que je sais qu'aujourd'hui tous nos concitoyens et la France entière est dans une totale autre histoire, mais l'histoire du Covid reste une histoire récente Je crois pas que ça soit une toute autre dans nos histoire hôpitaux. pour Alors, les Français peut-être qu'on en et reparlera et que c'est l'hôpital. pas une toute autre histoire, mais en tout cas pour ce qui est des hôpitaux, euh, on est resté convalescent très longtemps de cette période du Covid. Certes, il y a aujourd'hui pratiquement plus de malades. Il y a encore des malades qui ont le Covid, mais il y en a très peu dans nos hôpitaux. En revanche, les conséquences collatérales du Covid, et notamment sur la formation, sur le nombre d'infirmiers ou d'infirmières qu'on pouvait recruter, sur la désorganisation des services, ces conséquences ont été absolument majeures. Et il faudra attendre probablement l'été 2024, c'est-à-dire en ce moment, pour réussir enfin à dire ouf et à se dire que nos hôpitaux publics ont été incroyablement mobilisés pendant cette période du Covid, entre début 2020 et fin 2023, réussissent enfin à sortir complètement de cette période-là. Notamment, en ce moment, vous travaillez ou vous avez recruté peut-être dernièrement des infirmiers, des infirmières et des soignants qui ont été formés pendant le Covid, donc dans une période de désorganisation totale. Les formations, la Timone est un CHU, les formations ont été chaotiques pendant cette période-là. Alors oui, Ça se ressent sur le terrain? alors ça a été un enjeu majeur, effectivement. Les jeunes qui sont rentrés en formation en 2019 pour 3 années de formation, ou ceux qui sont rentrés en formation en 2020 ont effectivement vécu leur formation en pleine période Covid. Et donc d'abord on les a beaucoup remerciés pour avoir régulièrement interrompu leur formation et être venus prêter main forte. Mais le résultat, c'est qu'on a un certain nombre de jeunes qui ont arrêté leurs études, qui ont abandonné les études d'infirmiers ou d'infirmières. Et donc, ça a été très compliqué lorsqu'en 2022-2023, on s'est retrouvé avec des promotions de jeunes en formation qui étaient plus faibles que ce que l'on espérait. Et donc, il a été très difficile à ce moment-là de recruter juste à la sortie du Covid. Les choses commencent à aller mieux. J'espère que cet été 2024, l'assistance publique des hôpitaux à Marseille va réussir enfin à revenir au total plein emploi dans tous les métiers, y compris dans les métiers très spécialisés, d'infirmières de bloc opératoire, d'infirmières anesthésistes. Et donc, je pense voilà, c'est ce que je voulais dire quand je disais qu'on est sorti plus lentement peut-être que prévu ou qu'on ne le pensait. Et donc, voilà, c'est une plutôt bonne nouvelle. Les choses sont en train de se rétablir. Les remercier, c'est déjà bien. Encore faut-il aussi pouvoir mieux les payer. L'État a débloqué des primes. Est-ce que tous les soignants ont perçu ces primes dans des hôpitaux à Strasbourg, par exemple? Beaucoup de soignants disent ne pas avoir. Alors je mets au conditionnel parce que j'ai pas de nouvelles qui datent d'il y a quelques jours, mais il n'y a pas très longtemps encore, ils disaient ne pas avoir reçu les primes, pas les primes liées vraiment à la période du Covid, mais celles qui avaient été promises après pour pérenniser les postes, pour faire en sorte que les gens restent. Est-ce qu'à Marseille, les soignants sont mieux payés là depuis cette crise? Alors d'abord, oui, les soignants à Marseille et ailleurs sont mieux payés et pas simplement avec des primes, également avec des augmentations de salaire. Ça a été ce qu'on appelait le Ségur de la santé. Et là aussi, pour reprendre votre expression, c'est effectivement la preuve que lorsqu'il y a une volonté politique, et il y a eu une volonté politique très forte à la sortie du Covid, lorsqu'il y a une volonté politique, on trouve en général la manière de faire. Et donc le Ségur de la santé a permis d'augmenter très significativement de très nombreuses rémunérations à l'hôpital. Aujourd'hui, plus un infirmier ou une infirmière ne débute sa carrière à moins de à peu près 2 000 euros, 2 100 euros par mois. C'est Net. net, c'est à peu près 300 euros de plus qu'avant le Covid, donc c'est très significatif. En milieu de carrière, il y a également eu des augmentations significatives de rémunération avec, même chose, un infirmier, une infirmière de milieu de carrière voilà, touche plutôt au-dessus de 3 000 euros, plus parfois des primes ou des week-ends. Mais donc il y a eu une augmentation significative. La bonne nouvelle, j'insiste là-dessus, c'est lorsqu'il y a une prise de conscience collective, qu'il y a un enjeu à mieux rémunérer ceux qui, dans nos services publics, sont ceux qui sont là tout le temps et qui sont là, encore une fois, tous les jours, tous les soirs, toutes les nuits, tous les week-ends et entre le 15 juillet et le 15 août, lorsqu'il y a une volonté politique de faire, eh bien on a réussi à le faire et le Ségur de la santé a été voilà un vrai changement dans la manière dont nos hôpitaux ont pu fonctionner. François Crémieux, vous avez publié en février les chiffres prévisionnels de votre déficit de la PHM, Assistance publique hôpitaux de Marseille. Déficit passé de 52 millions d'euros en 2022 à 117 millions en 2023. Est-ce que c'est parce que les dépenses ont explosé? Est-ce que c'est parce que les recettes sont plombées?
Quel est le poste aujourd'hui qui explique le plus ce déficit? Alors d'abord, la nouvelle est bonne mais relative, et le déficit de l'assistance publique ne sera finalement en 2023 tout consolidé que d'environ 73 millions d'euros, mais ça reste absolument considérable. C'est beaucoup moins en effet que ce que vous aviez Les dit raisons principales sont d'une part une augmentation des dépenses, et quand le pays vit une crise économique et notamment une crise de l'inflation sur à la fois les prix de l'énergie, mais sur l'ensemble des prix de l'ensemble des biens, et notamment sur les prix du médicament, sur l'ensemble de nos biens quotidiens, et l'hôpital le prend également de plein fouet. Par exemple, pour l'assistance publique à Marseille, c'est à peu près 25 millions d'euros de dépenses de plus que ce que nous avions anticipé à cause de l'inflation. Donc il y a des raisons qui s'expliquent par cela. Pardon, et l'inflation, vous parliez aussi des prix des médicaments, ça ce sont des prix fixés par des laboratoires privés. Est-ce qu'on peut parler vraiment d'inflation ou de laboratoires qui vous font payer de plus en plus cher les médicaments? Qu'est-ce qu'ils vous disent les médicothèques, ceux qui s'occupent du stock de médicaments à la PHM? Je crois que dans le champ du médicament, il y a clairement les deux phénomènes. Il y a d'une part une inflation qui s'applique à l'ensemble des biens, et notamment à ces biens particuliers qui malheureusement ont tendance à faire plusieurs fois le tour du monde entre le prélèvement de la matière première et le médicament qui arrive auprès du lit du malade. Et donc il y a d'une part une inflation générale qui s'est appliquée à l'ensemble des biens et à leur transport par exemple, et puis il y a d'autre part, et vous avez raison d'y faire référence, un certain nombre de médicaments, je pense notamment aux médicaments contre le cancer, aux immunothérapies, qui sont des médicaments qui aujourd'hui coûtent extrêmement cher. Le prix du médicament est-il juste? Je n'en suis pas sûr. En tout cas, il est effectivement le résultat d'une négociation entre, d'un côté, les laboratoires pharmaceutiques et puis de l'autre côté, nos autorités chargées de la régulation du prix des médicaments ou des dispositifs médicaux. Et dans certains domaines, on a effectivement des prix qui sont devenus, je crois, extravagants. Le déficit, il est aussi dû à au taux d'intérêt en fait auquel vous payez les crédits que vous avez souscrits auprès de banques privées ou pas? Est-ce qu'aujourd'hui les hôpitaux publics souscrivent des prêts auprès de banques privées qui pour certaines ne veulent d'ailleurs plus prêter d'argent? Et encore une fois, je cite Strasbourg, mais c'est le plus endetté de France. Oui, et vous, là aussi, mettez le doigt sur un sujet important. D'abord, pour répondre à votre question, oui, c'est auprès de banques privées, c'est auprès des banques du commerce que nous avons, des banques que vous connaissez les uns et les autres, que les auditeurs connaissent, que nous allons emprunter de l'argent. Il se trouve que l'assistance publique des hôpitaux de Marseille s'est fortement endettée dans les années 2000, à hauteur de presque 1 milliard d'euros pour faire des constructions notamment, et que donc aujourd'hui, on a sur nos épaules ce poids considérable de la dette, avec une obligation de rembourser à la fois le capital et les intérêts. Et lorsqu'en 2023, 2024, les taux d'intérêt ont brusquement augmenté, ils ont augmenté pour tout le monde, et notamment pour les hôpitaux publics, dont certains, c'est le cas à Strasbourg, c'est le cas à Marseille, étaient particulièrement endettés. Donc ça pose effectivement une question peut-être un peu de principe, ou en tout cas une question d'avenir, qui est de savoir comment est-ce que nous souhaitons que les grands investissements de nos hôpitaux publics soient financés aujourd'hui et à l'avenir. On a besoin des banques pour permettre, lorsqu'il le faut, d'emprunter, mais ça a effectivement comme conséquence qu'ensuite, on dépense de l'argent pour rembourser les intérêts de ces emprunts, et que c'est par définition de l'argent qu'on ne consacre pas à faire autre chose. Alors François Crémieux, la France est dirigée aujourd'hui par un gouvernement démissionnaire. Alors c'est toujours pour les hôpitaux Frédéric Valletoux, mais qui n'est pas ministre de la Santé, ministre délégué est-il auprès de la ministre du Travail Catherine Vautrin. Avant lui, Agnès Firmin-Lebaudot, Aurélien Rousseau, François Braun, Brigitte Bourguignon, Olivier Véran, Agnès Buzyn, 7 ministres ou secrétaires d'État en 7 ans pour l'hôpital. Qu'est-ce que ça crée, l'instabilité politique, l'incertitude politique, très concrètement, dans les hôpitaux de Marseille, dans les hôpitaux de France tout court? Mais ça crée comme difficulté que beaucoup des politiques publiques en général et des politiques publiques dans le domaine de la santé en particulier nécessitent de la constance et un peu de long terme. Un exemple que tous les auditeurs comprendront, on est dans un enjeu majeur aujourd'hui de santé publique, et d'organiser la vaccination contre le HPV auprès des jeunes des écoles. Le papillomavirus auprès des jeunes de 5e, qui est l'un des objectifs de santé publique majeurs, pour essayer de faire en sorte que dans les années qui viennent, il y ait moins de cancer du col chez les jeunes femmes. On essaie de vacciner un maximum de cette classe d'âge. Pour organiser des campagnes de vaccination, il faut mobiliser beaucoup d'acteurs. Il faut mobiliser les équipes pédagogiques des collèges, l'éducation nationale de manière générale, les infirmières ou les infirmiers scolaires et les médecins scolaires. Et puis, il faut mobiliser des pharmaciens, des médecins de ville, des hôpitaux, etc. Lorsque l'on engage, je vous prends cet exemple-là, mais des politiques publiques aussi ambitieuses que celle, par exemple, de la vaccination des jeunes contre le papillomavirus, il faut de la constance, il faut de la rigueur, et donc, il faut une certaine stabilité sur le plan politique. Je vous prends cet exemple, j'aurais pu vous en prendre d'autres, mais effectivement, c'est une vraie difficulté pour notre système que d'avoir cette instabilité. Voilà, on essaye
la contourner au mieux, mais un gouvernement stable et des équipes à la fois sur le plan ministériel, mais également des équipes au sein de l'administration avec une certaine vision et du temps devant elle est absolument indispensable pour mener des politiques aussi compliquées que les politiques publiques en santé. Arnaud Robinet, qui est président de la Fédération hospitalière de France, il dit que l'été, habituellement, il commence à travailler avec les cabinets ministériels concernés par l'élaboration du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour l'année suivante, normalement présentée en septembre. C'est pas le cas aujourd'hui, ça l'inquiète énormément. Qu'est-ce que ça pourrait avoir comme conséquence? Est-ce qu'on peut imaginer que le projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année dernière soit reconduit tel quel cette année pour l'année d'après? Parce que tout simplement, on n'a pas eu le temps de travailler dessus. Non, je l'imagine pas comme ça. Je pense que d'une part, le gouvernement qui assume les affaires courantes, comme on le dit, voilà, est en responsabilité aujourd'hui et un certain nombre d'équipes, notamment sur le plan administratif, travaillent au moment où on en parle et continuent à anticiper l'avenir, et notamment le prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale. D'autre part, le Parlement voilà, va se remettre à travailler dans les semaines qui viennent. Et donc, de là où je suis, je peux pas faire d'autre pari que de faire confiance à nos responsables politiques sur le fait qu'ils ont pleine conscience des enjeux, notamment autour du projet de financement de la sécurité sociale et de l'importance au mois de septembre, octobre, d'orienter notre politique publique et de faire en sorte que les choix budgétaires qui seront faits pour l'année 2025 soient conformes à des priorités. Et pour l'hôpital, quelle est votre marge de manœuvre, vous, en tant que directeur, François Crémieux, haut fonctionnaire qui dit souvent que l'hôpital public est un pilier de la démocratie? Alors c'est difficile de savoir à quel point le vote d'extrême droite est nourri, entre autres, par l'abandon des services publics. On parlera de tout ça tout à l'heure après le journal de 8 heures. Vous restez avec nous, François Crémieux. Avant ça, comme chaque matin, une histoire des préjugés par Xavier Mauduit et Jeanne Guéroux. Aujourd'hui, les homosexuels, tous des efféminés. 7h, 9h, les matins d'été. Julie Gacon. Des professionnels qui manquent, d'autres qui se regroupent pour pouvoir mieux organiser leur vie privée et s'assurer un peu de repos. Ce qui se passe dans cette ferme de Meurthe-et-Moselle décrite par Jean-Christophe Ploquin et chez les jeunes agriculteurs en général. Le monde médical connaît aussi, plus question d'enchaîner les gardes de 48 heures et c'est l'une des raisons de la fuite des soignants, des infirmières, des médecins de l'hôpital public. On en parle toujours avec notre invité François Crémieux, directeur de l'assistance publique Hôpitaux de Marseille. François Crémieux, d'abord géographiquement, d'où viennent vos patients au-delà de Marseille, parce qu'on dispose aujourd'hui de données très précises, chaque séjour est enregistré, on sait d'où viennent les patients et où ils vont. Est-ce que vous pouvez déduire à la lecture de ces chiffres que vous avez aujourd'hui à pallier des fermetures de services dans les plus petits hôpitaux en région PACA? Alors d'une part, les patients qui viennent à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille viennent d'une part de la ville de Marseille et de sa métropole, d'autre part du département des Bouches-du-Rhône et puis de manière plus global encore du grand quart sud-est de la France pour un certain nombre de pathologies, pour des maladies rares, pour de la pédiatrie, pour des transplantations. Et donc effectivement, l'un des enjeux, et notamment en cette période estivale, c'est que ceux des hôpitaux qui sont confrontés à de plus grandes difficultés de recrutement de médecins, et puis l'ensemble des cliniques et du secteur privé qui parfois est en retrait pendant ces périodes estivales, fait qu'un certain nombre de patients viennent de plus loin, et surtout que les professionnels, les médecins, les chirurgiens, les anesthésistes de l'assistance publique, je pense notamment aux pédiatres, se retrouvent un peu seuls pour assumer la permanence des soins. C'est comme ça qu'on nomme le fait d'être présent et disponible 24 heures sur 24. Mais ces chirurgiens ou ces anesthésistes, je pense par exemple aux pédiatres, sont fortement mobilisés pour à la fois les cas les plus graves, j'évoquais les transplantations, mais également pour accueillir aux urgences l'ensemble des enfants qui ont besoin d'une intervention chirurgicale en plein été. Les services d'urgence, ils sont en difficulté à Aix-en-Provence, à Manosque, dans le Var aussi. Alors pour l'instant, ils ferment la nuit, mais il est rare en général que cette histoire-là se termine bien. À Martigues, vous parliez des pédiatres à Martigues, l'hôpital de Martigues, les services pédiatriques aujourd'hui sont en difficulté. Dans quelle mesure, François Crémieux, ce n'est pas aussi d'une certaine façon la faute de la PHM, de l'hôpital de Marseille, qui met beaucoup de moyens aujourd'hui sur les services pédiatriques. L'hôpital mère-enfant à la Timone, par exemple, c'est votre grand projet. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que ces hôpitaux plus en difficulté dans la région pâtissent aussi des investissements que vous faites à Marseille? Est-ce qu'ils sont concertés? Alors, d'une part, ils sont concertés, d'autre part, je crois exactement le contraire, si vous me le permettez. Je crois au contraire que l'assistance publique peut être la solution pour ces hôpitaux publics périphériques. Vous avez évoqué Martigues, on pourrait parler de Arles, de Salon, de Aix, de Aubagne, La Ciotat, qui sont l'ensemble de ces hôpitaux qui font la couronne autour de Marseille et qui assurent la permanence des soins et l'offre de soins de proximité pour l'ensemble de la population des Bouches-du-Rhône. Et donc, je pense au contraire que la PHM et ses équipes peuvent être une partie de la solution. Il y a aujourd'hui de nombreux postes partagés, c'est-à-dire
de médecins qui sont à la fois à l'assistance publique, mais qui exercent également dans ces hôpitaux. C'est les groupements hospitaliers de territoire, Voilà, c'est ça. On sait que dans plusieurs territoires, ça a posé problème, ces groupements. Beaucoup d'établissements les déplorent. Alors, je ne sais pas si beaucoup d'établissements les déplorent. En tout cas, on a réussi à en faire de ce groupement hospitalier de territoire. L'assistance publique est en responsabilité du groupement hospitalier de territoire qui coordonne l'ensemble des hôpitaux publics du département. Et donc, on réussit aujourd'hui à faire en sorte que dans le cadre de ce groupement hospitalier de territoire, je le disais, des postes et des praticiens soient partagés, ce qui permet à la fois d'assurer au plus près des habitants une prise en charge de proximité, mais également de faire que lorsque les patients ont besoin d'un soin de recours, d'un soin plus complexe, d'un plateau technique plus sophistiqué, alors on peut organiser les choses. Et il y a aujourd'hui des équipes en urologie, en orthopédie, en pédiatrie qui sont articulées et organisées entre le CHU et les hôpitaux périphériques. Et ça permet d'économiser combien de postes, ça? Parce que vous parlez de mutualisation, les syndicats parlent de concentration et d'économie d'échelle. Alors ça ne permet pas d'économiser des postes, au contraire, ça nécessite d'en créer. C'est-à-dire qu'il faut, pour répondre à ces enjeux-là, qu'on arrive à créer des postes. Là où on est en manque de médecins, c'est pas en économisant des postes qu'on va réussir à régler le problème, c'est au contraire en créant. Mais le fait de créer ces postes en lien avec un hôpital comme la PHM, ça les rend peut-être plus attractifs. Et donc ça permet à des jeunes d'avoir cette envie d'aller travailler. Vous citiez Martigues ou Manosque, ça peut leur donner envie d'aller travailler sur ces territoires un peu plus éloignés, avec une perspective d'évolution professionnelle, de carrière qui soit liée avec le CHU. Et donc je pense au contraire qu'on peut renforcer l'attractivité de nos territoires en faisant en sorte que nos grands centres hospitalo-universitaires soient plus impliqués et plus en responsabilité, non seulement de la ville dans laquelle ils sont implantés, mais plus globalement de ces territoires. Et en particulier lorsqu'il y a des déserts médicaux, petits ou grands, en zone urbaine ou en zone rurale, des endroits dans lesquels on est en manque criant de professionnels, je pense qu'on pourrait faire plus confiance aux grands hôpitaux en leur disant, voilà, on vous renforce le cas échéant vos moyens, à la condition et avec la responsabilité de devoir apporter ou renforcer une offre de soins là où elle est manquante ou insuffisante. Sauf que les hôpitaux qui en général sont les hôpitaux pivots de ces groupements hospitaliers de territoire sont eux-mêmes souvent en difficulté financière. Alors j'ai en tête l'exemple de la Bourgogne et l'hôpital de Tonnerre par exemple qui est en grande difficulté et qui doit assurer comme ça être le lien entre plusieurs établissements. Enfin ces groupements ont fait l'objet de débats peut-être dans d'autres territoires que celui de Marseille. Néanmoins, sur cette histoire de concentration, aujourd'hui, beaucoup de moyens sont mis sur la Timone. Vous avez un tout nouveau bâtiment du SAMU, magnifique, tout neuf, et beaucoup de services qui sont aujourd'hui abondés en effectifs. D'un autre côté, l'hôpital de la Conception de la PHM doit fermer parfois des services entiers pendant un mois entier. Comment, sur une ville de Marseille, on équilibre les effectifs? Une immense ville comme Marseille, vous avez fait ouvrir des urgences dans les quartiers nord, mais sans doute que ça ne suffit pas pour que toute la population marseillaise ait accès à ces soins de manière égale. Alors d'abord, vous introduisiez avec le fait qu'il y avait des investissements importants à l'assistance publique. C'est vrai, c'est le résultat d'un rattrapage historique. C'est-à-dire que les hôpitaux de Marseille sont des hôpitaux qui, notamment pour les deux très grands hôpitaux que sont la Timone que vous avez cité et l'hôpital Nord, datent des années, l'un 1965, l'autre 1970. Ces bâtiments ont vieilli, ont bénéficié de très peu d'investissements ces dernières décennies. Et donc aujourd'hui, l'assistance publique des hôpitaux de Marseille est un des grands CHU qui a le plus besoin d'une grande rénovation, d'une grande réhabilitation. Et c'est dans le cadre du projet Marseille en grand que cela a été rendu possible et que nous sommes en train en ce moment d'engager ces travaux. Et par exemple, le bâtiment du SAMU est en cours de construction. Lorsque les CHU sont en difficulté, les hôpitaux alentours vont encore plus mal. Les CHU sont à la fois les lieux de formation, les lieux d'accueil des jeunes, les lieux dans lesquels on peut accueillir de nouveaux médecins avec encore une fois des perspectives d'évolution. Et donc je pense que plus que d'opposer les hôpitaux comme l'assistance publique des hôpitaux de Marseille avec des hôpitaux périphériques, il faut au contraire renforcer leur solidarité et faire en sorte que la PHM ne joue pas seulement un rôle, je le disais, à l'échelle de Marseille, mais joue son rôle plein et entier à l'échelle de l'ensemble du département, voire de la région, et que chaque fois que nous le pouvons, nous soyons en appui et en soutien. C'est ce que les équipes font, je crois, de plus en plus et avec une certaine efficacité. Quand le public, les services publics de santé foutent le camp, si vous me permettez l'expression, des territoires, le privé grignote du terrain avec leurs limites, des soins qui
ne sont pas accessibles à toutes les bourses, des établissements qui choisissent leurs activités, celles qui seront les plus rentables. En juin dernier, François Crémieux, on apprenait que le groupe australien Ramsay Santé avait racheté plusieurs centres de santé à la barre du tribunal de commerce, des centres de santé en difficulté financière, 11, dont un à Marseille. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire un centre de santé en difficulté financière? Parce que là, ce sont des praticiens qui exercent en libéral, on est dans le privé. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça veut dire aussi que Ramsay rachète ces centres petit à petit? Mais moi, effectivement, au-delà de cet épisode particulier avec le rachat par Ramsay de ces centres de santé, c'est pour moi un très grand sujet d'inquiétude. C'est-à-dire qu'il y a historiquement, et dans ces centres de santé, parfois des médecins qui se sont coordonnés il y a quelques années, parfois quelques dizaines d'années, qui se sont mis ensemble, qui ont créé des centres de santé, souvent pilotés par des associations. Et puis, à un moment, la vie est plus compliquée. Ces associations rencontrent des difficultés financières et on peut se retrouver à ce que l'association soit mise en redressement, voire en liquidation judiciaire. Et à ce moment, effectivement, c'est souvent le tribunal de commerce qui va être amené à statuer sur le devenir de ces associations ou de ces petites entreprises de santé. Le fait que ce soit le tribunal de commerce est à mon avis un premier sujet qui pose le débat de savoir qui dans notre pays décide de l'organisation pertinente des soins sur un territoire et de ce qui est pertinent pour nos concitoyens et pour les habitants. Et je pense par exemple que les agences régionales de santé devraient être beaucoup plus impliquées, mais pour ça il faudra faire évoluer le droit pour faire en sorte que lorsqu'une association qui historiquement animait un centre de santé est en difficulté, ce soit plutôt le monde de la santé publique et le ministère de la Santé qui réfléchissent à l'avenir plutôt qu'un tribunal de commerce. Les conséquences, elles sont majeures. Elles sont que lorsque vous allez voir votre médecin de famille, pour reprendre un terme un peu historique de notre organisation, lorsque vous allez dans une consultation de généraliste, si vous allez voir un généraliste dans un centre de santé qui est directement rattaché à un groupe privé, à un groupe de cliniques, probablement que votre parcours de soins en tant que malade va être orienté par le premier médecin que vous aurez rencontré. Et donc c'est important, si on ne veut pas déstabiliser l'offre de soins sur nos territoires, que ce ne soit pas par des organisations de ce type-là, avec des liens directs entre une santé de premier recours, encore une fois le médecin généraliste que vous allez voir un soir, et une clinique privée. Il ne faut pas que ce soit dans ce cadre-là que les choses s'organisent. En tout cas, ma conviction, il faut au contraire que ce soit à l'échelle des territoires. L'assistance publique s'est par exemple impliquée pour aller à la barre du tribunal et reprendre un centre de santé qui était en difficulté dans la ville d'Aubagne, à une vingtaine de kilomètres de Marseille. Et l'objectif, c'était de ne pas mettre en difficulté l'hôpital d'Aubagne avec le devenir de ce centre de santé. Il était important pour moi que le centre de santé reste directement lié à l'hôpital d'Aubagne, pour les patients qui le souhaitaient, et de faire en sorte que l'hôpital d'Aubagne ne soit pas déstabilisé, parce que lorsque les hôpitaux autour de Marseille sont déstabilisés, ce sont les urgences de Marseille qui le sont à leur tour. Et donc c'est important qu'on continue d'avoir une stratégie d'organisation de l'offre de soins qui soit dans l'intérêt général et dans l'intérêt des populations des territoires, et non pas qui soit la somme des intérêts des différentes structures amenées à reprendre, ici un centre de santé, ailleurs une clinique, ailleurs je ne sais quoi. Donc l'AP-HM, les hôpitaux publics de Marseille, ont racheté ce centre d'Aubagne. Est-ce que ça veut dire que vous avez dû proposer une offre concurrente à Ramsay? Est-ce que Ramsay, le groupe privé, s'était positionné là-dessus? Alors son siège est à Paris, mais c'est l'ex-général de santé, mais il a été racheté il y a 10 ans par le groupe australien Ramsay Healthcare. Donc c'est vraiment ce groupe australien qui rachète des centres de santé. Est-ce que vous avez dû proposer une offre concurrente et pourquoi le tribunal de commerce vous a donné raison à vous sur ce sujet précis? Parce que ça peut être une piste de réflexion pour la suite. Alors sans tout focaliser sur le groupe que vous avez cité, mais effectivement, il se trouve que à Aubagne, nous étions en concurrence devant le juge, et effectivement le juge a décidé que la proposition de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille était la plus pertinente. Je crois qu'on a réussi à convaincre très exactement de l'échange que nous sommes en train d'avoir, c'est-à-dire que nous avons réussi à convaincre à la barre du tribunal que l'intérêt de l'assistance publique n'était pas tellement pour défendre ses intérêts financiers, ça n'avait pas de sens, ni pour défendre son activité, ça n'avait pas de sens non plus, mais que c'était un vrai intérêt de santé publique et de service public, et que le devenir de ce petit centre de santé de la ville d'Aubagne était indispensable pour l'équilibre de l'offre de soins de l'ensemble de la ville, et notamment le bon fonctionnement dans les années qui viennent de son hôpital. Alors vous évoquez, François Crémieux, la façon dont les groupes privés contribuent à déstabiliser l'offre de soins sur les territoires. Il se trouve que
au sein de la PHM à Marseille. Alors ça date de votre prédécesseur, une partie du terrain de l'hôpital Sainte-Marguerite, donc quartier sud de Marseille, a été vendue au groupe des cliniques Saint-Martin, alors qu'ils font de la réadaptation post-hernie discale, travaillent sur les fractures. Alors je remets pas en cause leurs compétences, mais ce qu'on peut pas nier, c'est que c'est rentable, cette activité-là. Ce sont des séjours longs. Dans quelle mesure ça contribue à déstabiliser les services qui travaillent là-dessus dans le public à l'hôpital Sainte-Marguerite, bassin de population de 150 000 habitants. Est-ce que vous travaillez là-dessus, François Crémieux, en tant que directeur? En l'occurrence, c'est comme quoi ce débat est compliqué. Dans le deuxième cas que vous évoquez de ces cliniques, c'est au contraire plutôt des cliniques qui contribuent à stabiliser l'offre de soins. C'est-à-dire que l'on a tendance, lorsque l'on a les débats comme on l'a aujourd'hui, à considérer qu'il y a le public d'un côté, le privé de l'autre, et puis que tout ça serait presque chimiquement pur et qu'il n'y aurait pas de différence. En fait, il y a des différences, et entre des cliniques qui sont des cliniques à la fois de qualité, intégrées dans leur territoire, directement articulées avec, en l'occurrence, et vous l'avez cité, l'hôpital Sainte-Marguerite, des équipes qui travaillent ensemble, qui partagent des équipements, etc. On a quelque chose qui est vertueux pour les territoires sur lesquels ces cliniques sont installées. Et ma question et le combat que je mène n'est en aucun cas un combat pour ou contre le secteur privé, mais c'est un combat qui consiste à dire que là où il y a de la santé organisée par le secteur privé, il faut que l'on s'assure que ce soit conforme et dans l'intérêt général. Les cliniques que vous venez de citer, de mon point de vue, le sont. Lorsque ce sont des cliniques gérées par des groupes beaucoup plus lointains et qui n'ont pas beaucoup d'intérêt et de compréhension de ce que sont les enjeux d'un territoire, je pense que c'est beaucoup plus inquiétant. Et donc, voilà, il faut qu'on continue à avoir des politiques publiques d'organisation des soins sur nos territoires qui prennent en compte ces réalités-là et qui fassent en sorte que là où les organisations sont vertueuses, et encore une fois, j'insiste, dans l'intérêt général, qu'elles soient plutôt soutenues et qu'elles le soient réellement, y compris certaines cliniques méritent d'être aidées et soutenues parce que nous avons besoin d'elles. Et lorsque ces cliniques sont plutôt des facteurs de déstabilisation d'une offre de soins, alors il faut que le régulateur de l'offre de soins, que sont les agences nationales de santé, ait les moyens d'intervenir. Est-ce que ça veut dire que les services de réadaptation, comme on dit, donc qui travaillent sur le même créneau, entre guillemets, que les cliniques Saint-Martin, aujourd'hui à l'hôpital public de Sainte-Marguerite, sont toujours aussi nombreux qu'avant, ont toujours les mêmes moyens, ou peu à peu ça a été absorbé par ces cliniques privées? Non, ça n'a pas été absorbé. On travaille en coopération. Il y a effectivement un service de soins de suite et de réadaptation sur le site de Sainte-Marguerite. Il y a également un établissement de l'assurance maladie qui fait beaucoup de soins de suite et de réadaptation. On a des coopérations, on travaille ensemble et on a une organisation à cette petite échelle-là, mais qui est une organisation que je pense, moi, être une organisation pertinente et qu'il faut plutôt protéger et préserver. Si je vous pose toutes ces questions, François Crémieux, c'est parce que vous dites beaucoup que le service public hospitalier est un des garants de notre démocratie. Vous vous battez beaucoup sur la question de l'hôpital. En même temps, les syndicats hospitaliers à Marseille disent par exemple que ce super laboratoire de biologie que vous avez créé à la Timone, qui reste public, donc on sait aujourd'hui combien la biologie médicale est happée par le privé, la financiarisation de la biologie, c'est un vrai sujet, de la radiologie aussi. Vous avez créé une sorte de super labo public à la Timone pour les analyses de sang. Mais pourquoi ne pas avoir choisi, puisque vous êtes directeur, que vous avez les moyens de prendre des décisions, de renforcer plutôt les laboratoires de tous les hôpitaux plutôt que de tout centraliser à la Timone? Le travail, en effet, c'est fondamental là-dessus, mais augmenter les salaires des techniciens de laboratoire, par exemple, un peu partout, pour que tous les hôpitaux disposent d'un service de laboratoire de biologie, pourquoi là, c'était pas possible d'après vous? Alors d'une part, tous les hôpitaux disposent évidemment d'un service de laboratoire et d'un service de biologie. L'hôpital d'Aix en a un particulièrement développé, mais l'ensemble des hôpitaux que vous avez cités tout à l'heure, qui sont de taille plus modeste, ont également de la biologie. Ensuite, l'un des enjeux pour le service public, c'est aussi d'être capable, lorsque c'est nécessaire pour des raisons d'investissement, de coûts d'équipement, de coûts informatiques, d'être capable de s'organiser, de se rassembler, de se réunir et de travailler ensemble pour que justement la concurrence, j'insiste bien sur le mot concurrence, ne soit pas entre d'un côté un secteur privé, par exemple de la biologie, qui serait particulièrement efficace, extrêmement modernisé, avec des équipements de dernière génération, et puis de l'autre côté un service public qui serait tellement éclaté et en telle difficulté qu'on ne serait plus en capacité d'assumer cette compétition et parfois cette concurrence. Et donc je pense qu'on a sur Marseille un certain équilibre dans le domaine de la biologie que vous avez évoqué, mais par exemple dans le champ de l'anatomo-pathologique, et cette discipline très importante des professionnels qui étudient les cellules et qui sont capables de dire si vous avez ou non un cancer. C'est une discipline que ceux qui nous écoutent connaissent peut-être peu, mais qui est absolument indispensable, notamment pour le diagnostic. Il y a aujourd'hui un danger majeur qui est que cette discipline est en train de basculer massivement et peut-être
totalement dans le secteur privé, ce qui aura des conséquences à moyen terme, d'une part sur les professionnels eux-mêmes, mais également sur notre capacité à continuer à former les jeunes, à faire de la recherche, à faire de l'innovation. Et donc il faut regarder tout cela avec discernement et faire en sorte que là où le secteur public peut être plus fort en se regroupant et en se rassemblant, tout en étant au plus près des territoires, il faut qu'il le soit. L'exemple que vous avez cité sur la biologie est à mon avis un bon exemple. Et que là où le secteur privé est en train de privatiser et parfois de financiariser des pans entiers de notre secteur de la santé, alors je pense qu'il faut réagir et qu'il faut que nos responsables politiques réagissent vite. L'Académie de médecine et de pharmacie, qui sont quand même loin d'être marxistes, mais qui alertent aujourd'hui sur la financiarisation de la biologie médicale, disent que les laboratoires de biologie ont été rachetés par des grands groupes qui ont exploité la crise du Covid pour engranger des bénéfices importants. Alors vous disiez, François Crémieux, il faut que les politiques réagissent vite. Vous, quelle est votre marge de manœuvre en tant que directeur de la PHM, en tant que haut fonctionnaire, un poste nécessairement politique, vous êtes nommé par décret, vous avez travaillé au cabinet de Marisol Touraine à l'époque. Donc comment aujourd'hui vous faites entendre vos convictions et surtout sur le terrain, comment vous mettez à profit ces convictions-là pour à la fois le bien-être des soignants mais surtout celui des patients pour que les services soient pourvus comme il le faut en moyens et en effectifs? Alors d'une part, je crois porter des convictions pour l'hôpital public et pour les services publics qui sont, je pense, extrêmement partagées à la fois par nos concitoyens et par nos élus. Moi, j'ai été étonné de voir à quel point la campagne électorale, vous l'évoquiez en introduction ce matin, a été très marquée par la question des services publics de la sécurité, services publics de la santé, services publics de l'éducation, services publics de l'enseignement supérieur. On s'aperçoit au moment des campagnes électorales que les Français, sans forcément avoir une compréhension technique de l'ensemble de ces enjeux, mais en tout cas ont un attachement très fort pour les services publics, soit parce qu'ils en ont et qu'ils en sont fiers, soit parce qu'ils en ont et qu'ils sont inquiets pour leur avenir, soit parce qu'ils n'en ont plus et qu'ils veulent donc faire connaître leur colère. Et d'autre part, lorsque j'échange avec les élus, il y a à Marseille des élus dont nul n'ignore les divergences entre le maire de Marseille, Benoît Payan, ou Michel Rubirola, sa première adjointe d'une part, Martine Vassal qui dirige le département et la métropole, Renaud Muselier qui dirige la région. Voilà des élus dont les divergences sont connues, mais dont la convergence et dont le soutien à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille est massif. Je peux en témoigner à la fois sur le plan du discours, de leur présence et sur le plan financier. Et donc je trouve paradoxal dans notre pays de voir à la fois des citoyens très impliqués, engagés, soutenant de leurs services publics, des élus, notamment des élus locaux qui globalement, je crois, le sont également et dans de très 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 nombreux territoires. Et l'enjeu, c'est de faire la transformation entre cette volonté partagée de soutenir nos services publics et la concrétisation de cette volonté dans des politiques publiques et dans des actions. On évoquait tout à l'heure le Ségur de la santé et l'augmentation des rémunérations, c'était une bonne chose. On évoquait plus récemment ou à l'instant la question de la régulation du système et notamment de la concurrence, de la compétition et parfois d'une organisation délétère entre le secteur public et le secteur privé. Voilà du travail pour la future Assemblée nationale et pour le gouvernement. Mais vous, en tant que directeur, est-ce que vous avez les moyens aussi de faire barrage contre les économies qu'on vous demande très certainement? Ce laboratoire, ce super laboratoire à la Timone aurait permis de supprimer 30 postes selon la CGT, je la cite pour les avoir eu au téléphone il y a quelques jours. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes en mesure de dire je ne supprimerai pas tant de postes, c'est-à-dire de faire des échanges, entre guillemets, de bons procédés avec l'ARS, l'Agence régionale de santé qui signe avec vous des plans d'avenir, etc. Et est-ce que, en tant que directeur, aujourd'hui, vous, comme d'autres directeurs d'hôpitaux, ne sont pas obligés, d'une certaine façon, d'anticiper des économies qu'on leur demandera, comme on l'a vu dans plusieurs audiovisuels publics et notamment en Europe? Voilà, est-ce qu'aujourd'hui, vous devez anticiper, faire preuve de zèle ou simplement, au contraire, vous êtes toujours en train de vous battre pour qu'il y ait le moins de casse possible? Alors d'une part, je pense qu'il faut qu'on se rappelle tous que le montant, l'argent, la part de notre richesse nationale que nous consacrons par exemple à la santé, ce ne sont pas les directeurs d'hôpitaux ou les médecins qui le décident, c'est l'Assemblée nationale et le gouvernement qui votent chaque année le budget de l'assurance maladie et qui décident de combien on va dépenser pour le logement, pour l'école, pour la police, la justice ou pour l'hôpital ou pour la santé en général. Et donc moi je me sens à la fois en tant que fonctionnaire mais aussi en tant que citoyen redevable de ces choix-là. Et donc il faut, et c'est pour ça que la campagne électorale et que les enjeux de démocratie sont importants, il faut que nos concitoyens soient clairs lorsqu'ils votent sur ce qu'ils veulent pour leurs hôpitaux publics ou pour leurs autres services publics. Sur cette base-là, ensuite, mon boulot, mon métier, ma mission, c'est effectivement d'une part de faire en sorte que l'argent public qui nous est confié pour faire tourner les hôpitaux soit le mieux dépensé possible
Et je vous le dis très clairement, lorsque l'on peut d'un côté faire des économies sur le nombre de techniciens de laboratoire parce que le mode de fonctionnement de nos laboratoires et parce que les équipements ont évolué, alors je pense qu'il faut pouvoir faire ces économies-là. Et à l'inverse, on évoquait les urgences, il a fallu qu'on remette des postes supplémentaires aux urgences, en gériatrie, en médecine interne ou ailleurs. Et donc ça, c'est le cœur de mon métier et je le fais évidemment pas seul, je le fais avec les responsables médicaux, avec le président de la commission médicale d'établissement et avec l'ensemble des chefs de service, des cadres, mais c'est la marge de manœuvre que nous avons et je pense qu'on est dans un pays dans lequel nous avons tous une certaine marge de manœuvre. Encore faut-il que chacun la mobilise dans l'intérêt général et qu'à la fois nos parlementaires, j'y reviens, et le gouvernement prennent les bonnes décisions en termes d'allocation des ressources et notamment de moyens consacrés à la santé et à nos hôpitaux publics. Et puis que d'autre part, celles et ceux d'entre nous qui sommes en responsabilité sur le terrain, dans les hôpitaux, nous fassions en sorte de prendre les meilleures décisions possibles. Merci beaucoup, François Crémieux, d'être venu en parler sur France Culture ce matin. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'APHM, Assistance publique Hôpitaux de Marseille. Vous êtes aussi membre du comité de rédaction de la revue Esprit. Donc on peut vous lire régulièrement dans cette revue. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.